Ici, loin des villes et des infrastructures urbaines, un jeune paysan a décidé de vivre et de créer autrement. Ce néo-rural s'est installé dans un coin de campagne encore préservé pour y créer son petit paradis entre arbres fruitiers, production et récolte de semences, perpétuation de savoirs anciens et rénovation écologique. Il a également autoconstruit sa maison ronde en bois dans laquelle il vit avec sa compagne, plus heureux que jamais. Il a concrétisé un rêve que la plupart d'entre nous ont envie d'atteindre, celui d'une vie plus autonome, au contact de la nature. Moi c'est Michael, le jeune paysan, et si jamais tu me découvres et que tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, grande nouvelle, depuis des mois, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant que vous aimeriez trouver, visiter et même travailler dans des micro-fermes et lieux autonomes, ou même que vous souhaitez construire vous-même votre projet d'autonomie. Et bien justement, j'ai créé 2 guides ultra complets sous forme d'e-book qui sont disponibles à la précommande en promotion jusqu'au 1er juin. Alors ne tardez pas, le site est en première ligne de description. J'espère que ces guides sur lesquels je travaille depuis des mois et qui comportent toute mon expérience de plusieurs années à travers les lieux autonomes, l'agriculture et ma propre recherche de projets vous aideront à y voir plus clair et à tendre à votre tour vers ce rêve d'une vie différente. Alors merci à tous et sans plus tarder, embarquons chez Sacha, un paysan semencier pas comme les autres. Du coup moi c'est Sacha et donc je suis producteur de semences, de légumes et de fleurs. Voilà, je suis sur un terrain d'1 hectare, un terrain plat. Et ça c'est pas mal un terrain plat parce que ça évite bien de pousser des brouettes et de galérer. Donc c'est assez plaisant avec une belle vue sur le Forez. On est bien dans notre petit coin. Voilà, on a construit avec ma compagne une maison ossature bois ronde. Ça fait 4 ans qu'on a acheté et commencé à construire. Donc petit à petit on s'installe de mieux en mieux. On est toujours un petit peu en chantier parce que c'est un peu ça le truc, hein, et je pense pendant encore quelques années quoi. Donc voilà, là pour l'instant on vit là-dedans, on y est très bien. Et après sur le projet agricole, je vais commencer ma 3e saison. Donc voilà, production de semences. L'idée c'est aussi semences et légumes pour nous, et j'en vends un petit peu comme ça, mais là-bas c'est vraiment légumes et autonomie au jardin quoi. L'idée c'est d'essayer de faire le maximum de choses moi-même. Il y a aussi beaucoup d'entraide avec les copains, les copines, et essayer de partager tout ça avec les gens du coin, les autres agriculteurs. Ok, trop bien. Ah, c'est cool. Ici, tu as ta caravane qui te permet, donc, qui te sert un peu de séchoir, ça pour tes plantes. Alors explique-nous un peu comment tu l'as aménagé à l'intérieur et comment tu sèches aussi, pourquoi tu sèches tes plantes, comment tu les sèches. Bah ça ouais, en effet c'est une caravane qu'on avait achetée avec ma copine, et en fait c'était la caravane dans laquelle on était quand on a fait les travaux de la maison là-bas. C'était notre première maison. Et du coup, une fois qu'on a construit la maison, j'avais besoin d'un séchoir en fait, parce que donc, comme je te disais, une fois que j'ai ramassé les semences et tout, il y a besoin d'une étape de séchage. Et donc en fait, en allant dans des stages, en allant voir d'autres semenciers, j'avais vu quelqu'un qui faisait son séchoir dans la caravane. Et je m'étais dit, bah banco, moi j'ai une caravane, j'ai pas d'espace pour faire un séchoir, donc nickel. Et donc voilà, je l'ai aménagé en séchoir, donc j'ai tout cassé dedans. Histoire de faire de la place. Et puis après j'ai pris des clés de séchage. Il est pas du tout en fonctionnement, hein, parce qu'on est en début de saison, j'ai rien à faire sécher. J'ai récupéré des clés de séchage dans lesquelles j'ai mis un tissu parce que les graines voilà, sont beaucoup plus petites et les grilles étaient un peu gros, ça allait passer à travers. Et donc ensuite j'ai mis des ventilateurs, un déshumificateur. Et puis c'est assez bien parce que l'espace il est assez petit, contraint, donc il y a un côté où ça sèche très rapidement à l'intérieur. Et il y a un côté où c'est pas très pratique parce que bon, je manque de place. Mais voilà, là je suis en train de construire un séchoir dans la maison, la vieille maison. Et donc je pense que l'année prochaine, la caravane, ça sera fini. Et c'est pas plus mal parce qu'elle commence à prendre l'eau, elle commence à un petit peu se détruire petit à petit. Mais voilà, ça dépanne très très bien pour l'instant. Ça fonctionne bien, c'est pas hyper ergonomique. Mais voilà, ça fait le taf à fond quoi. Et juste avant de continuer la vidéo, je vous arrête 2 minutes pour vous parler de ceux qui ont choisi de me soutenir aujourd'hui. Je vous l'avais pas dit, mais j'ai pu acheter un vieux van pour l'aménager entièrement, et ce, grâce à vous. Vous m'avez grandement aidé sur la cagnotte que j'ai lancée en décembre 2025, et j'ai donc pu acheter ce vieux Peugeot Boxer que j'ai entièrement aménagé pour traverser les lieux autonomes et les micro-fermes de France. Mais le plus important, c'était l'électricité, pour pouvoir charger mon petit frigo, ma caméra, mon drone et les lumières d'ambiance. Et c'est Bloeti qui me sauve encore une fois la vie cette année. Ils m'ont envoyé leur panneau solaire portable 500 watts ainsi que leur batterie solaire portable Elite 300, d'une capacité de 2400 watts et 3014 Wh. Ce qui est largement suffisant pour brancher en continu mon petit frigo, mes lumières d'ambiance, mon drone, mon ordinateur, mes caméras et mon téléphone. Cette année, clairement, j'ai de l'électricité à revendre. Alors si vous partez en van life, camping ou vous aspirez juste à une vie plus autonome, les nombreux produits solaires qu'ils proposent sur leur site internet feront forcément votre bonheur. Leur site est en première ligne de description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais surtout, avec mon code EL300LJP, vous avez moins 8% sur l'Elite 300 et ses packs, alors profitez-en. Et avec mon code LJP Bloeti, vous avez moins 5% sur absolument tous les produits du site. C'est en première ligne de description, profitez-en vite et on retourne sur la vidéo.
C'est parti. Alors là, serre bioclimatique, c'est ça un petit peu, adossé au mur de la maison. Explique-nous un petit peu comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que tu sèmes à l'intérieur? Du coup, la serre, en fait, à la base, avec ma compagne et d'autres potes, on a organisé des festivals et on a fait ce qu'on appelle une cabane arquée. Donc en fait, on a coupé des arbres, on les a débardés, on a fait venir une scierie mobile qui a coupé des planches. Et après, les planches, on les a arquées et ça nous a permis de faire une petite structure. On avait mis une toile de yourte par-dessus, etc. Et donc la sauce s'est arrêtée, etc. Donc moi, j'ai récupéré les arceaux et je les ai mis contre le mur sud de la maison. Donc ça fait que le mur sud, il est en pierre et en pisé. Donc ça va faire une inertie, en fait, une masse thermique, ce qui fait que la journée, ça chauffe et ça s'emmagasine dans le mur. Et la nuit, quand il fait un peu plus frais, ça redistribue la chaleur. Donc ça fait que cette serre, elle est assez. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est bioclimatique. Et après, j'ai acheté une bâche, j'ai autoconstruit, j'ai fait les portes, etc. Voilà, si tu veux, on peut rentrer dedans. Allez, avec plaisir, carrément. Ouais, les poteaux, ils sont tout arqués là, je vois. Ouais. Alors, quelle hauteur elle fait et quelle surface aussi au sol à peu près? Donc on est sur du 3,50 m par 9 mètres au sol, ouais. Et en hauteur, c'est une bonne question. Je pense qu'elle monte à 3-4 mètres, quoi. Ok, donc c'est une trentaine de mètres carrés au sol à peu près. Ouais. J'ai fabriqué une table chauffante avec des fils chauffants, avec une résistance, une sonde, etc. Donc ça me permet de... Souvent je la règle assez faible pour garder. Après je mets des voiles et quand il y a des risques de geler, je mets les voiles et je mets à 9 degrés comme ça. Voilà, ça maintient un truc hors gel et ça permet de passer. Et j'ai mis aussi du sable et ça permet aussi de faire une petite masse thermique. Donc les résistances électriques, elles chauffent le sable et ça emmagasine aussi un peu la chaleur. Et ça permet aussi, quand il racine, en fait, il trouve le sable et il continue de s'enraciner dans le sable. Que si ça tombe sur une bâche plastique ou quoi, ils vont moins le faire, quoi. Ok. Ah oui, ça on peut regarder, c'est la pomme de terre. Donc, D'accord. et ouais, la pomme de terre, elle peut faire des graines aussi. Alors j'ai mis c'était assez compliqué de trouver de la graine de pomme de terre. Voilà, c'est un essai, hein, c'est un peu un délire. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure sur la rhubarbe, c'est un peu pareil sur la pomme de terre. En fait, le fait qu'on passe, à chaque fois on prend les tubercules et on replante une tubercule, on fait des clones et il n'y a pas d'évolution et d'amélioration. Du coup, aujourd'hui, avoir des patates qui te donnent des graines, c'est assez compliqué, on en a quasiment plus. Du coup, tu as semé des pommes de terre en godet, quoi. Ouais, c'est ça. Excellent. C'est pas vraiment pour la production de produits de terre, ça va vraiment être pour la production de semences de pommes de terre. Et là, par exemple, aussi, on peut avoir du coton. Ça, c'est du coton, graines de coton que j'ai acheté, semé. Ouais, ça c'est pareil, c'est un petit peu pour le délire, avoir des variétés un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Puis c'est hyper beau, hein. Le coton, ça peut être vraiment très joli. Là, il va y avoir beaucoup poireaux, oignons. Là, un petit peu de récupération d'eau de pluie, c'est ça? Alors ça, c'est plutôt en fait, ouais, un stockage que je mets à l'intérieur de la serre. En fait, c'est pour que l'eau, elle soit à température ambiante. Parce que si je prends de l'eau direct du puits ou direct d'un endroit qui est à l'extérieur, en fait l'eau elle va être froide et quand ça arrive sur les semis, les plants qui sont chauds, ça peut faire des chocs thermiques, c'est pas très bon. Donc voilà, je fais toujours une petite, là j'ai 1000 litres d'eau que je remplis de temps en temps et où la température va être plus proche de celle des plants et du coup moins faire de choc lors de l'arrosage, quoi. D'accord, ok. Là, la nuit au printemps, on est quasiment fin avril. Actuellement, les nuits, parce que les journées sont assez chaudes, là, il fait bon, hein, on est peut-être à 18-20 degrés à l'ombre, je dirais. Et en fin de nuit, ça descend à combien? Est-ce que vraiment il y a des grosses différences de température? Est-ce que c'est compliqué pour les semis ou c'est plutôt du coup avec la serre bioclimatique? Est-ce que du coup tu arrives un petit peu à faire cet effet tampon et tu arrives à garder un peu l'endroit au chaud? Comment ça se passe? En effet, à l'extérieur, on a des grosses amplitudes, quoi. Donc là, j'ai un thermomètre qui va enregistrer justement les maximums, les minimums. Ouais, 5 degrés au minimum et 35 au max. Donc ça fait quand même des grosses amplitudes. Voilà, ça joue un peu sur le tampon, mais c'est vrai que ça fait quand même des amplitudes qui sont assez importantes. Après, quand je mets les voiles, ça fait un petit peu moins froid aussi. Ah oui, et puis l'autre fois, c'est descendu, ça a frisé le zéro, quoi. Alors que les plants, on va dire les tomates aubergines étaient déjà sorties. Et oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est pour ça que je mets le voile et la plaque chauffante, parce que sinon, en fait, si ça gèle dans la serre, ça me tue toutes les solanacées, voilà, aubergines, etc. Ouais. Ça, c'est le frigo à semences, je le reconnais. Non, c'est un frigo, alors qui marche plus, une chambre de germination si tu veux. Donc en gros, j'ai pareil de la lumière, un fil chauffant dedans. Je vais lancer mes semis là-dedans. Ça m'évite de faire fonctionner la plaque chauffante qui est beaucoup plus consommatrice et moins performante. Et là, je les lance dedans et à peine ça sort, après je les mets dehors. Et voilà, ça me permet d'avoir et ça me permet aussi de faire mes tests de germination à l'automne
où comme ça je peux mettre la température que je souhaite et ça me conserve à une température stable. Et pour faire les tests de germination, c'est important d'avoir ces choses-là, quoi. Ouais, du chou, j'ai de la rose trémière noire là que je vais faire cette année. Là j'ai du poireau perpétuel, l'oignon perpétuel aussi, donc ça va un peu les tests sur ça. Pas mal de laitue que j'ai semé. Ah, c'est marrant, c'est du bois de palette vraiment. Mais il y a plein de gens qui me disent mais t'as fait ça avec des palettes. Ça ressemble, c'est vrai, c'est un peu le cube de la palette, mais c'est pas le cas, c'était vraiment avec du bois. En fait, il faut que le bois soit vraiment vert pour pouvoir faire cette structure-là, quoi. Sur son terrain, il possède une vieille grange qu'il rénove petit à petit et dont il se sert comme abri de stockage pour des machines, du matériel, mais aussi pour ses semences qu'il conserve précieusement à l'abri de la lumière. Il a quelques poules pour les œufs dans un coin bien vert de son terrain afin qu'elles aient le plus bel espace possible, ainsi que plusieurs composteurs pour les déchets de cuisine ou restes du terrain. Enfin, une caravane présente sur le lieu permet d'accueillir des bénévoles par moment. Alors au niveau de l'eau, tu m'as dit que tu avais un puits sur le terrain, mais qu'il marchait pas très bien. Du coup, tu récupères majoritairement de l'eau de pluie grâce aux deux toitures du lieu, donc la toiture de la grange qu'on vient de voir et de la maison dans laquelle vous vivez. Et tu récupères ça dans une espèce de grande bassine, je dirais un peu le truc des pompiers, tu sais, des réserves d'eau des pompiers. Bah explique-nous un petit peu comment tu fais, qu'est-ce que c'est que cette bassine, combien aussi tu arrives à récupérer, avec combien de mètres carrés de toiture, je sais pas si tu sais. Pour te dire à peu près, j'avais fait mes calculs. Donc ouais, en tout cas, l'eau sur un projet agricole, c'est quand même assez important, hein. C'est vraiment une des bases sur lesquelles faut être costaud, quoi. Moi, c'est un peu sur ça qu'on m'a mis la vigilance. L'eau, faut vraiment que ce soit important. Et en effet, il y a un puits, mais donc l'hiver, il est plein d'eau, mais l'été, dès que ça commence à être sec, il y a quand même beaucoup moins d'eau. Et donc je me suis dit, bon, bah faut que j'ai pas mal de toitures, autant je vais récupérer l'eau sur les toitures, quoi. Donc j'ai connecté les deux maisons et ça va tomber dans un trou que j'ai fait. Donc ça tombe là-dedans, il y a un trop plein, si jamais ça se remplit trop, voilà, il y a une limite. Et après je mets une pompe et de la pompe, je vais dans la citerne, donc qui est une citerne de 150 mètres cubes. Donc c'est sûr que c'est pas très beau, mais une fois qu'elle est dedans, eh ben, elle part plus, quoi. Et au niveau coût, c'est pas non plus extravagant, tu vois. Là, j'en ai eu pour 4500 €. Et au niveau du trou, de la mare, on peut appeler ça une mare en fait. Ouais, presque, hein. ouais, c'est une mare. Sauf que des fois, bon, je la vide complètement, donc bien sûr, ouais. voilà, c'est pas... Et pour niveau de l'étanchéité, comment est-ce que tu as fait? Parce que du coup, l'eau, elle y reste un petit peu là. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour l'étanchéité de la mare? Ouais, alors ça aussi, ça a été beaucoup de questionnements. Et nous, on a un sol donc, qui va être très sableux en surface. Sur les 20-30 premiers centimètres, on appelle ça du gore dans le pays. Okay. Donc c'est très sableux. Et ensuite, un peu plus bas, on a une couche d'argile bleue. Mais c'est bleu et c'est argile pure, quoi. Et donc en fait, je me suis dit, je vais tester. Parce qu'en fait, sinon c'est bâche EPDM, ça coûte cher, c'est encore du plastique. Donc je me suis dit, je vais tester comme ça. Et vu que c'est un bassin tampon, donc dans lequel ça arrive, et derrière je repompe dedans, je me dis, même si ça fuit un peu, c'est pas très grave. Ça n'a pas l'air de trop passer, quoi, trop fuir. Alors, forcément, il y en a un petit peu qui doit partir, mais pas tant que ça, donc ça va. Pour l'instant, c'est assez ok. Ouais. Et là, tes réserves sont pleines, là? Et là, c'est tout plein, ouais. Ouais. Et oui, s'il en reste, c'est que c'est plein. Ouais, c'est ça. Donc pour l'irrigation, aujourd'hui, du jardin et des semis, c'est quand même c'est ok. Jusqu'à maintenant, tu t'en sers et c'est... Ben, c'est vraiment le début, donc j'ai pas de vrai retour. Mais en tout cas, j'ai dimensionné normalement pour que ça soit ok. J'avais donc 100 mètres carrés de toiture. Là, il y a 150 mètres carrés. Et là, on a un peu moins de 100 mètres carrés. Donc j'avais mesuré la pluviométrie en fait sur les 5 dernières années, voir combien ça pouvait donner. Oui, donc en total, oui, quasiment, c'est 250 mètres carrés. Et après ça part de la citerne et l'irrigation elle va dans le jardin, quoi. Et du coup, vous vivez dans une maison ronde en bois que vous avez construit vous-même. C'est ça qui est assez fou. Explique-nous un petit peu les étapes de la construction, le budget, qu'est-ce que c'est que de vivre aussi dans une maison ronde en bois au quotidien. On veut un peu tout savoir aussi, pareil, permis de construire, comment ça s'est passé. Voilà, c'est souvent ce qui revient dans les commentaires. J'ai vu que c'était quelque chose que les gens avaient envie de savoir. C'est en fait comment on fait, pas seulement au niveau budget, mais pas seulement au niveau mode de vie, mais aussi au niveau des autorisations. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Ce qu'on a fait, on avait construit en fait le sol et les murs avant chez un ami. On avait fait du troc de temps de travail. Lui, il était constructeur de yurts, donc il nous a aidé à construire ça. Là-bas, c'était une yourte, on voulait faire une yourte. Et on n'avait même pas de terrain à acheter. On a construit ça, on n'avait pas de terrain. On avait une grange qu'on louait dans notre coloc, quoi. Et on a stocké tout ça dans la grange sans savoir où on allait la mettre. Puis le jour où on a trouvé le terrain, on l'a mis en place. Et on a demandé donc un permis de construire. Au début, on voulait mettre une toile. En fait, on voulait faire une structure, une charpente autoportée. Donc c'est assez léger. Et la toile, donc en fait, ça coûte pas cher, c'est facile à monter. Et la mairie nous ont un peu dit, par rapport au PLUI, ça risque de pas passer la toile, etc. C'est pas les bons matériaux. Donc on s'est dit, bon vas-y, on fait un toit en tuiles, en dur. Et au final, on regrette pas du tout. Ça nous a pris beaucoup
Enfin, plus de temps, un peu plus d'argent, parce que du coup, ça voulait dire soit en tuiles, vraie charpente, donc fondation, vraie fondation. C'était plus d'investissement de temps et d'argent, mais on regrette pas parce qu'au final, je me dis que ça va être un peu plus durable qu'une toile, parce que la toile, voilà, il y a quand même de l'entretien, il faut la changer au bout d'un moment, etc. On a tout isolé, le toit en ouate de cellulose, les murs en laine de bois, et le sol en copeaux de bois. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Du coup, la maison, elle n'est pas vraiment ronde, elle a 12 côtés, donc on dit dodécaédrique. Et donc le fait que ça fait 12 murs de 2 mètres. Donc le côté aménagement, il est un peu plus agréable comme ça, parce que du coup, on peut avoir des meubles voilà, qui font quasiment 2 mètres et qui sont plats. Que si c'est rond, ben, les meubles, ils sont jamais ronds en fait. Donc ça peut poser problème, et là, du coup, il y a ce côté qui nous aide un petit peu. C'est sûr qu'en construction, c'était pas le plus facile. Pareil, on aurait fait une ossature bois rectangulaire ou carré, ben, ça aurait été plus simple et plus rapide. Mais voilà, il y a ce côté qui est assez agréable d'être dans du rond. Et vu que la maison est assez petite, et ben, ça chauffe l'hiver. On met quelques bûches dans le poêle et ça chauffe très vite. Avant, on avait un poêle plus gros. On chauffait et on avait des fois, on ouvrait les fenêtres en plein hiver parce qu'en fait, on n'arrivait pas à gérer. Le poêle, il chauffait trop la maison. Il faisait 25 degrés dedans. On était là, ah, il fait trop chaud. Et donc là, aujourd'hui, c'est cool. Et il y a un côté aussi pour l'été, on va dire bioclimatique. Tu vois, il y a des grosses avancées de toit et les baies vitrées, elles sont tournées d'une certaine manière où en fait l'hiver, le soleil il est rasant. Donc il est beaucoup plus bas, donc il pénètre vachement par les baies vitrées et il chauffe la maison. Et l'été, il monte beaucoup plus haut, donc il n'y a quasiment pas de soleil qui rentre dans la maison l'été, ce qui fait que ça chauffe beaucoup moins. On a quand même bien isolé, du coup l'été, on n'a pas chaud dans la maison, quoi, et c'est agréable aussi. Pour les eaux grises, par exemple, c'est quoi la gestion des eaux grises de la maison? Nous, sur les eaux grises, on a dit qu'on était en toilette sèche, donc ça nous a permis d'avoir un truc un peu plus réduit. Donc voilà, le span qu'il est passé, on s'est mis d'accord avec lui sur quoi faire, et en fait, on a une cuve, une fosse toute eau, et après un filtre à sable, et puis après, elle est propre, l'eau, et elle repart dans le fossé, quoi. Et sur les toilettes, pour les sortir, on a fait une petite trappe extérieure, ce qui fait qu'on vient là, il y a les toilettes qui sont de l'autre côté, on vient là, hop, on ouvre la trappe, et après, on n'a plus qu'à récupérer le seau et aller le vider à côté, et ça nous évite de nous trimballer avec le seau de caca dans la maison, quoi. Donc franchement, c'est assez agréable, ouais. Ouais, c'est assez agréable, carrément. On a isolé la trappe, bon, même si c'est vrai qu'en plein hiver, quand il fait très froid, quand tu t'assois sur les WC, ça fait un petit filet d'air froid, mais bon. Donc voilà la maison. Donc en construction totale avec tout ce qu'il y a dedans, il y en a pour 35 000 €. Enfin, nous on en a eu pour 35 000 €, mais tu vois, les 3 baies vitrées, c'est de la récup, ça nous a coûté 0. Si tu comptes une baie vitrée aujourd'hui neuf, t'es sur du 2000 € la baie vitrée, quoi. Donc voilà, coin, cuisine, salle à manger, salon. Donc on a fabriqué à peu près les plans de travail, tous les petits meubles. C'est assez minimaliste et simple, mais ça fonctionne très bien. Bon, je peux te montrer la salle de bain vite fait et la chambre. Donc voilà, il y a toujours des petites finitions qu'on n'a pas terminées, mais ça va. Donc la salle de bain. Salle de bain. Toilette sèche. Ouais. Et la chambre, où tu vois, on a pas mal mis de la toile de yourte intérieure. Donc ça, c'est en fait sur le mur. Et c'est assez agréable au niveau sonorité, ambiance. Et en plus, à poser, c'est quand même assez rapide. Et c'était vite fait, quoi. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de bois. On voulait pas mettre du bois partout. Placo, tout ça, moi, ça me dit pas trop. Copain qui nous a aidé à fabriquer cette maison. Surtout, il y a une personne qui nous a énormément aidé à fabriquer cette maison. Un pote charpentier avec qui on avait fait des échanges d'heures. Grâce à lui aussi, tout ça. Merci à lui. Là, pareil, alors comment t'as fait la grande vitre là-bas ronde? Ouais. Magnifique, ça. En fait, au début, on l'avait pas, on avait juste des paravents. C'était dans l'idée de le faire, hein. En fait, dans les maisons ossature bois, c'est très bien isolé, mais il y a très peu de masse thermique. Donc si tu veux, on chauffait, ça chauffe hyper vite, mais après, le matin, tu vois, si t'as pas chauffé de la nuit, le matin, ça redescend à 12 degrés, voire plus bas, parce qu'il n'y a pas d'inertie. Donc on s'est dit, on va construire un mur en ossature, en briques de terre crue, donc ça c'est la terre du jardin. On a fait des briques avec une presse que la matériauthèque Les Chutes de l'Ador loue à prix libre, et du coup on a fait ce mur qui fait que ça fait énormément de masse. Donc en fait, sous le mur aussi, il y a des fondations, parce que ça pèse vraiment plusieurs tonnes, donc on a fait des fondations dessous, parce que si on avait posé juste sur le plancher bois, sur la structure bois, ça aurait pas fait, quoi, ça aurait pu tout casser. Donc on avait prévu en avance de le faire. Donc après on a fait les briques, et là j'avais récupéré une roue, c'est un volant de scie à ruban. C'est tout en fonte, et j'avais récupéré ça il y a longtemps. Je me dis, oh, on sait jamais ça servira. Et donc on s'est dit, ouais, on va l'inclure dans le mur. Et après, ça, donc c'est une technique de vitrail. On a une copine qui est vitrailliste, avec qui on est allé le faire. En fait, elle nous a montré toutes les techniques, elle nous a aidé de son expertise. Et voilà, on a fait les vitraux avec elle, puis on l'a inclus là-dedans. Et voilà. Et après, là-haut, au coin, ça nous fait un autre lit, coin bureau. Super lieu, merci pour la visite. Merci à toi.
Du coup, moi je travaille sur 2000 m². J'essaye de travailler avec les techniques MSV, en tout cas je m'inspire beaucoup de ça. Maraîchage sol vivant, ouais. Donc c'est pas toujours possible, donc je suis pas non plus buté. Si à un moment il faut travailler le sol, je travaille le sol, c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, j'essaye de le limiter au maximum. Je suis sur un sol plutôt sableux, donc ça aide bien à pas forcément travailler trop le sol. J'ai organisé un peu mes parcelles en jardin, donc ça veut dire des jardins. Toutes mes planches font 25 mètres de long et 1 mètre de large. Sur les bords de mes jardins, j'ai mis des vivaces pour essayer de garder des endroits où il y a toujours de la végétation et en même temps ça permet d'améliorer au niveau de la biodiversité, ça fait gîte et couvert pour voilà. Et après on a planté pas mal d'arbres fruitiers un petit peu partout qui vont pouvoir aider aussi au jardin en procurant un petit peu d'ombre et surtout amener du fruit et de la nourriture, quoi. Donc j'utilise pas mal de bâches, c'est un peu le retour du maraîchage sol vivant, donc on travaille pas le sol mais du coup en contrepartie il faut quand même bâcher pas mal. Et nous on est plutôt dans des climats qui sont quand même un peu frais, donc le fait de bâcher, moi je bâche au printemps, donc l'hiver je laisse couvert avec paille, etc. J'enlève la paille au printemps et je mets la bâche. Et pourquoi j'enlève la paille? Parce qu'en fait la paille a un effet isolant, donc moi au printemps j'ai besoin que mes sols ils se réchauffent pour que les plantes elles s'y sentent bien à la suite. Donc j'enlève la paille pour enlever ce côté isolant et je mets la bâche qui est noire qui va aussi chauffer le sol un peu plus rapidement et en effet faire une occultation, donc tuer toutes les plantes qui sont dessous, celles qu'on veut pas. Et du coup au printemps j'enlève la bâche, je paille, je plante. Et après, j'ai très peu d'enherbement grâce à cette technique-là. Et il y a aussi un autre effet, c'est que la bâche comme ça, elle va conserver l'humidité vachement et c'est hyper intéressant, quoi. Au niveau des bâches, est-ce que tu utilises des bâches entre guillemets biodégradables ou c'est des bâches plastiques classiques? Parce qu'on sait qu'en général, les bâches biodégradables, elles durent effectivement moins longtemps, donc il faut racheter, même si c'est meilleur pour normalement pour les sols et l'environnement. Alors que les bâches plastiques, même si elles durent plus longtemps dans le temps, bah du coup, quand elles commencent à se désagréger, ça peut mettre des microplastiques dans le sol. C'est quoi ton choix là-dessus, ta position? Alors moi, le choix, je suis parti sur de la bâche d'ensilage que c'est facile à me fournir parce que j'en trouve de partout. J'essaie de faire un peu de récup, mais vu que j'ai des distances de 25 mètres, c'est un peu compliqué, donc j'en achète quand même pas mal. Le truc de la bâche biodégradable, alors je m'étais un peu renseigné dessus, et avec un réseau de marché, on s'était renseigné dessus. Les bâches biodégradables, elles ont quand même du plastique à l'intérieur, donc elles se biodégradent, mais en fait ça fait... C'est pas de la fécule de maïs? Mais ouais, mais pas à 100%. Ah, okay. En fait, t'as quand même un peu de plastique à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai, en tout cas, ce que j'ai retenu. Et aussi au niveau coût, c'est pas la même chose. Mais là, pour l'instant, les bâches, si on les entretient quand même bien et qu'on arrive à les soigner, on peut les garder le plus longtemps possible. Mais voilà, ça dure pas longtemps, c'est 3 mois au printemps. Et après, il y a plus de plastique dans mon jardin. Des fraisiers? Ouais, alors ça, c'est des fraisiers. Alors, attends, comment tu fais des graines de fraises? Alors du coup, là, ces fraises, en fait, quand on appelle ça des cultivars, les fraisiers qui font des stolons. Et on peut pas trop récupérer ces fraises-là parce que derrière, ça va pas donner quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est une fraise qui est appelée 4 saisons ou mignonnette des bois. Plutôt comme une fraise des bois, mais un peu plus grosse. Donc elle a cette saveur fraise des bois qui est excellente. Là, c'est vraiment le petit bonbon. Et en même temps, elle est un petit peu plus grosse. Donc c'est aussi un peu plus intéressant. Et aussi, sa particularité que moi, j'adore, c'est qu'elle produit des fraises d'avril jusqu'au gelé, quoi. J'ai de la fraise toute l'année. Petite fraise à déguster comme ça au jardin, vraiment c'est ça l'idée. Faire de la confiture, ça peut, mais c'est un peu long à ramasser, c'est pas de la grosse fraise comme ça, quoi. Mais la saveur par contre, c'est excellent. Alors au niveau travail du sol, je sais plus si tu en as parlé. Comment tu as fait au début quand tu es arrivé sur le terrain pour travailler le sol? Et comment est-ce que tu le travailles au fur et à mesure de l'année? Quand tu enlèves une culture avant d'en replanter une autre, qu'est-ce que tu fais comme étape pour à la fois renourrir le sol, peut-être le décompacter un peu? Comment tu fais? Donc moi quand je suis arrivé, c'était une prairie, comme on peut voir là-bas. Mais du coup, c'est pas plus mal de commencer sur une prairie, hein. Ouais. C'est plutôt bien, le sol il se porte souvent plutôt bien, il y a de la matière organique, etc. Après ça dépend les prairies, bien sûr, comment elles sont traitées. Sur la majorité des choses, j'ai fait labourer un coup. Ensuite, j'ai fait passer un coup de rota, parce qu'on laboure, ça fait des bosses comme ça. J'ai fait passer un coup de rotavateur, donc un rota, ça a permis de faire un peu un truc plan. Et ensuite, j'ai semé du métail. Donc j'avais fait ça l'automne avant ma première année d'installation. Et après, j'ai fait des tests. Il y a un endroit, j'ai mis de la paille dessus, sur le semis. Il y a un endroit, j'ai mis du broyat de bois. Et il y a un endroit, j'ai rien mis. Et donc après, mon métail, il a poussé. Et au printemps, j'ai détruit le métail. Donc là, j'ai bâché. Enfin, j'ai passé un coup à la débroussailleuse, j'ai bâché. Et ensuite, j'ai cultivé derrière dessus. Donc j'ai augmenté en fait chaque année. Au début, j'ai ouvert tout petit. Après, j'ai ouvert un peu plus grand. Et chaque année, j'ouvre un peu plus, quoi. Donc voilà, ouais. Et je sais que voilà, j'ai fait un labour et j'en referai pas d'autres. Donc pour commencer une prairie, moi, ça me dérangeait pas de faire un labour et que ça soit plus simple derrière aussi parce que c'était au début de mon installation. Donc il fallait que ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Merci à Sacha pour son accueil. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir des paysans
qui préservent le vivant, qui agissent pour un futur meilleur, en cultivant bien, en récoltant bien et surtout en vendant des bons produits. Son site est dans la description si vous voulez aller checker ce qu'il fait. Et en tout cas pour moi c'était un plaisir de visiter cette exploitation et surtout de rencontrer un mode de vie encore une fois différent, plus simple, un mode de vie souverain, relié à la nature. Merci à tous de suivre les vidéos, on est presque 100 000 sur cette chaîne YouTube, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Moi je suis toujours aussi passionné de vous partager tous ces modes de vie et ça me fait vraiment chaud au cœur et bien que ça vous plaise autant. Alors merci à tous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos très inspirantes. C'était Michael, le jeune paysan. Allez, ciao ciao.